Bonsoir. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2026 et nous sommes en train d'enregistrer avec Brahim Younsi et Idirou Nouren une émission qui va se décliner en deux parties. Partie première lundi prochain et partie 2 le mardi prochain. Et donc, pourquoi je vous donne la date de l'enregistrement? C'est parce que nous venons de recevoir une information majeure sur un sujet majeur. Et donc, ce n'était pas prévu d'en parler puisqu'il n'existait pas encore cet événement. Nous allons donc commencer cette émission par cet événement. Brahim Younsi, bonsoir, rebonsoir, Idil, rebonsoir. De quoi est-il question? Je pose la question à vous deux. Quel est donc cet événement que nous venons d'apprendre? Nous venons effectivement d'apprendre, et c'est une surprise, que le ministère de la Défense nationale algérien a décidé la réouverture de l'espace aérien entre le Mali et notre pays. Et c'est le ministère aussi des Affaires du ministère de la Défense nationale qui avait décidé le 27 avril 2005 le 7 avril 2025 absolument le 7 avril 2025 la fermeture de l'espace aérien entre le Mali et l'Algérie. C'est dire que cette décision d'ouvrir ou de fermer un espace aérien est une décision de souveraineté. C'est-à-dire le ministère de la Défense nationale agit comme le souverain absolu. C'est lui qui incarne la souveraineté nationale et non plus le président de la République. Il faut le comprendre comme cela. Moi, je ne le comprends pas autrement. C'est incroyable. Parce que cela doit se passer d'abord, pas seulement par le président de la République, il y a un gouvernement... Au Conseil à la sécurité. Et puis consulter le Haut Conseil de sécurité. Et ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité qui annonce la fermeture. Qui est présidé par le président de la République. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le Haut Conseil de sécurité qui annonce la fermeture et qui devait annoncer la fermeture. Ce n'était pas le cas il y a 18 mois environ. Oui. Et ce n'est pas non plus le Haut Conseil de sécurité que préside le président de la République qui annonce la réouverture de l'espace aérien. C'est quand même... fort de café. D'une part et d'autre part, c'est un putsch institutionnel. Le mot est fort, mais je crois que c'est bien le cas. Moi, je dirais que c'est un impair et une forme de condescendance qu'exerce le ministère de la Défense nationale vis-à-vis de l'institution présidentielle. Il a outrepassé ses prérogatives. Il a dit c'est un putsch institutionnel, je n'irai pas jusque-là. C'est, disons, une faute protocolaire importante, ce qui laisse supposer que tout n'est pas très clair dans leur rapport. C'est récent et c'est tout nouveau. On vient d'avoir cette dépêche. Et ce que je veux dire encore, c'est que, au-delà de la forme, c'est-à-dire, Brahim l'a très bien dit, il y a un problème de géopolitique. Ça s'est fait. Est-ce que c'est une décision souveraine de l'état-major du commandement militaire sans avertir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de souveraineté par excellence, même le ministère des Transports ou le Haut Conseil de sécurité? Est-ce que ça a été une décision finalement individuelle et singulière du chef d'état-major et du commandement militaire? On ne sait pas encore. Mais non, ça c'est très important de savoir. On ne sait pas qui a pris cette décision. Et la source, c'est le ministère de la Défense nationale, ce qui le 7 avril 2025, comme cette fois-ci, grave. C'est la Défense nationale, donc le ministre, le chef d'état-major, qui annonce cette prise de décision. On avait parlé dans une émission précédente de la primauté de l'armée. Chengriha qui fait un séminaire. Oui. C'est dire que ce n'est pas la première fois que le ministère de la Défense nationale prend la souveraineté, s'accapare de la souveraineté. Il s'accapare. Il s'accapare de la souveraineté nationale. Peut-être devons-nous reprendre les détails de ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'était passé au juste? Le ministre des Affaires étrangères, sur instruction du président de la République, avait communiqué la position officielle de l'Algérie sur l'affaire du Golfe. Il avait considéré
que l'agresseur iranien, que l'Iran avait agressé les pays frères du Golfe, comme ça, tout de go. Bon, tout le monde sait que c'est sur pression américaine, mais en tout cas, il l'a annoncé. Or, le chef d'état-major, qui normalement, s'il s'exprime sur le sujet, devrait aller dans le sens de la présidence. Or, non seulement il n'a pas été dans le sens de la présidence, et là, je vous laisse poursuivre. Oui, donc c'est une question de souveraineté politique. Oui. Là, le chef de l'État, nous l'avions dit il y a quelques semaines ici, que le chef de l'État est mis quasiment hors jeu. À chaque fois qu'il y a une décision importante qui touche à la souveraineté nationale, c'est le ministère de la Défense qui s'exprime, et en l'occurrence le chef d'état-major. Et le vice-ministre de la Défense qui prend les décisions. Ce n'est pas le président de la République. C'est grave, surtout en ce moment, Brahim Younsi, où nous sommes en train de parler de la problématique de ce boycott massif qui semble avoir ébranlé les assises de ce régime, de ce système, et qui vient de se confirmer là, que l'armée, par l'entremise de son chef d'état-major, son ministre comment on dit sa vraie fonction, ministre délégué oui, de la Défense nationale, qui s'engouffre dans une telle décision éminemment politique. Ouais. Ce qui est étonnant et qui pose problème et qui interpelle, c'est que ce communiqué, sa source, c'est le ministère de la Défense nationale. Oui. Donc, ça ne... il ne me semble pas qu'il y ait eu un casus belli entre l'Algérie et le Mali. Absolument. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce que, dans un contexte géopolitique un peu chrysogène, parce qu'il faut rappeler la relation avec le Mali, les accords d'Alger, qui, entre parenthèses, stipulaient l'intégrité territoriale du Mali, donc ça mettait en échec et mat les indépendantistes de l'ex-MNLA et toutes ces questions. Le rappel de l'imam Dicko, qui est un imam extrêmement influent dans la communauté musulmane malienne, qui ont ramené un pourrissement. Il y a d'autres événements. Donc, Aïg Moussa, Agrali Moussa, qui était proche du MNLA à l'époque, du MNLA, donc indépendantiste, qui ensuite s'est fait récupérer par le pouvoir central de Bamako, qui l'a envoyé comme diplomate, je crois qu'il était dans une ville religieuse, Médine ou je ne sais pas où, et qui est revenu imprégné du salafisme. Du salafisme, c'est très juste. Donc c'est assez chrysogène. Mais est-ce que maintenant, se poser la question, nous sommes dans des intérêts un peu divergents avec le Maroc, avec la Russie, pour l'Africa Corps, qu'est-ce que la Russie a pu essayer de faire baisser la tension? Notre relation avec le Niger s'est améliorée. Oui. Nous avons quelques relations qui reprennent avec le Burkina Faso. Le président tchadien est venu, donc ça nous boucle le périmètre. Quelle a été l'influence? Est-ce que c'est lié aussi au gazoduc qui est prévu, qui passera? Il y a beaucoup de questions. Oui, mais le problème est dans la prise de décision. Bien sûr. Dans la prise de décision. Non, c'est une faute protocolaire. Pourquoi en 2005 7 avril 2005, comme aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est le ministère de la Défense qui décide au nom de l'Algérie? D'ailleurs, la presse, dans son unanimité, la presse algérienne, est tellement gênée, elle ne peut pas dire le ministère de la Défense a décidé de faire ceci. L'Algérie. Et elle ne peut pas dire le président de la République ou le Haut Conseil. C'est pas le cas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train tous de dire? L'Algérie vient de réouvrir. C'est incroyable. Non, mais c'est tout à fait clair. On aurait compris si la décision avait été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, dont c'est le roi. Voilà. C'est naturel. Bien sûr. Ça aurait été naturel. Oui. Mais que le ministère de la Défense nationale et le vice-ministre ou le ministre délégué de le vice-ministre, c'est un poste politique, qui annonce la décision de rouvrir l'espace aérien, c'est quand même... Moi, je suis de votre avis. C'est un putsch. C'est un putsch. Pour moi, c'est un putsch institutionnel. Politique, pour rester dans les limites de... C'est un putsch institutionnel. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est un putsch institutionnel. Voilà. C'est une institution
l'institution militaire qui a franchi ses limites. Voilà, le ministère de la Défense qui a pris la place du ministère des Affaires étrangères. Et par conséquent du chef de l'État. Voire, effectivement, oui, parce la place que le ministre des Affaires étrangères ne peut pas décider. Il annonce ce genre il annonce, bien sûr. Bien sûr. Au putsch institutionnel déclamé par Brahim, moi, je vais un peu adoucir. Moi, je le trouve d'une grande justesse. Non, tout à fait. Non, bien sûr. Alors, maintenant, on peut nuancer les choses. C'est vrai, putsch institutionnel. Moi, je pense que le ministre délégué, donc, oui. M. Chengriha a commis, je dirais, le putsch institutionnel, je suis d'avis. La censure de la parole présidentielle. Oui. C'est une forme de censure. Oui. C'est du mépris aussi. Parce que maintenant, j'ose espérer que si jamais il y avait putsch, hypothèse probable, improbable, peu probable, ou, pourquoi pas, mais avec qui, pourquoi c'est toutes ces questions-là. Voilà. Mais la parole devait absolument revenir au président. Voilà. Absolument. C'est lui qui incarne la République. Même si tout le monde sait que c'est l'armée qui l'a mis à ça. Tout à fait. Mais il y a une forme à respecter. Voilà. Les formes doivent être respectées. Les formes n'ont pas été respectées. Et on ne comprend pas. Un Chengriha qui, lors de la visite d'inspection du président de la République, chef d'état-major des forces armées, etc., dans son discours, Chengriha, à chaque fois qu'il parlait de Tebboune, il disait la formule consacrée. Oui. Le président, Monsieur Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. À chaque fois qu'il l'évoquait, il disait la même formule. Et là, il lui fait un bébé dans le dos. Ben oui, mais incroyable. C'est un subordonné. Oui. C'est un subordonné qui annonce une décision nationale. Or que elle revient... Internationale. Oui, nationale et internationale. Oui. Mais en principe... Il l'a dit, Brahim. En principe, où c'est le porte-parole de la présidence qui annonce ce fait, cette décision. La PS. Ou la PS, tout simplement. Ou le ministère des Affaires étrangères. Que le ministère de la Défense nationale intervienne dans un espace qui n'est pas le sien, cela, effectivement, pose question. Est-ce qu'on peut finalement prendre le problème à contrario? C'est pas tant que ce soit le ministre délégué qui le dise. Qu'est-ce que cache cette manœuvre? Parce que c'est une manœuvre. Évidemment. Est-ce que ça cache la censure, le putsch? Qu'est-ce que ça cache? Une volonté d'humiliation? Est-ce qu'il y a crise ou pas crise? Enfin, c'est trop tôt puisqu'on vient d'avoir... Oui, et puis il y a même une question de forme, de forme de la décision. Oui, par exemple, ce genre de décision, généralement, c'est soit un décret, soit une ordonnance, soit un communiqué. C'est plus un communiqué, ça renvoie pas au généralement, il y a des visas réglementaires. Vu par exemple les délibérations du Haut Conseil à la sécurité, vu ceci, vu cela, le président décide, ou le Haut Conseil à la sécurité, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, a décidé de réouvrir. Oui, c'est un problème de forme manifeste. On nous dit que c'est le ministère de la Défense nationale qui annonce, qui a donc décidé de réouvrir. D'autant qu'il n'y a ni urgence, ni état d'urgence. Absolument. C'est dans les situations exceptionnelles. Oui. Que le ministère de la Défense intervient. C'est toujours comme ça que ça se passe. Nous sommes apparemment dans une situation d'exception. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas biaisé, ce n'est pas porter atteinte à telle ou telle souveraineté nationale, mais ça se situe à l'intérieur de la souveraineté nationale que le ministère de la Défense nationale joue le rôle du souverain. Communique sur un domaine de souveraineté. Non. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et ça tombe bien, ça va donc nous ramener à notre programme initial. Nous avons dans la première partie parlé un peu de ce boycott qui vient de se produire, un boycott historique depuis la naissance, depuis l'indépendance de l'Algérie. Et là, dans cette deuxième partie, nous voulions parler justement, et cette information qui vient de tomber apporte de l'eau à notre moulin. Qu'est-ce qui risque de se produire aujourd'hui? D'abord au sein du pouvoir, ce sera la première question, et ensuite nous allons essayer
de voir ce qui pourrait se produire, ce qui pourrait se dessiner comme perspective. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'une reprise de la désobéissance civile, du Hirak, etc., etc. Mais d'abord, qu'est-ce que ce boycott massif représente donc pour la cohésion de ce système, de ce pouvoir illégitime par ailleurs et qui repose sur du sable mouvant? Comme tu veux y aller, vas-y si tu veux. D'accord. Non, se pose évidemment à travers ce boycott, c'est les conséquences, une crise de légitimité politique, une défiance profonde envers les institutions, indépendamment de la crise économique, de la crise financière, comme on dit souvent de la crise protéiforme que vit l'Algérie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'engranger des bénéfices sur le marché de l'énergie, que fatalement nous sommes dans le développement, parce que toute notre croissance est tirée par justement l'augmentation du prix du pétrole et du gaz. Maintenant, on évoquait tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Dani, qui a dit que c'est la faute aussi des partis. Oui. Moi, je pense il déroge aux usages, la première des choses. Il s'exonère de toute responsabilité, pas lui, toute responsabilité politique. La 87 bis, c'est sûrement pas les partis qui l'ont. La restriction des libertés syndicales, la même chose. La déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, l'article 200 alinéa 7, l'élimination de candidats potentiels qui pouvaient éventuellement... 30%. Voilà, 30%. Mais il faut reconnaître aussi, M. Benchenouf, que, comme je l'ai dit tout à l'heure à la fin de l'émission, ce boycott, cette désaffection des citoyens pour l'élection, ça veut dire que l'offre politique n'est pas bonne. Que les partis n'ont pas joué un peu leur rôle, parce que moi je suis certains partis depuis très longtemps, 20 ans. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, les partis? Les partis, dans le cadre, bien sûr. À part celui de faire illusion? Non, je dis dans un cadre normal d'élection, ils appellent leurs électeurs à voter, ils appellent à une participation massive. Oui, mais ils ne sont pas entendus parce que leur offre politique est obsolète aujourd'hui. Elle ne correspond pas à l'attente sociale, économique, sociétale des citoyens vers lesquels ils voudraient avoir les suffrages. Ils sollicitent les suffrages. C'est toutes ces questions. Et la faiblesse d'opposition. Il y a une fragmentation chronique. Pas une faiblesse, une absence. Une absence d'opposition. Moi, je dis souvent on a quelques opposants, mais on n'a pas d'opposition. Absolument. Donc, c'est toutes ces questions-là qui ont fait que, maintenant, est-ce que pour le pouvoir, excusez-moi d'être trivial, se moque complètement de ces résultats et du taux de participation. Pour lui, vous pensez que ça ne l'aurait pas alerté cette fois-ci? Non, ça ne l'aurait pas dérangé? Du tout. Parce que Boun l'a dit, moi je me moque des résultats et de la participation. Au-delà de ce qu'a dit le chef de l'État, moi j'en tiens pas compte de toutes les manières. C'est qu'on arrive à un moment où ce qui compte pour ce pouvoir, c'est de lisser son apparence encore une fois. C'est finalement de faire le ravalement, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'édifice institutionnel qui va être suivi par l'élection communale et l'élection des APOI. Une fois que la boucle est bouclée, peut-être à ce moment-là, mais il sera trop tard, il restera 2 ans, à peu près 2 ans et demi de mandat. Le temps de préparer un troisième mandat. Troisième candidat. Et le fait peut-être d'avoir une assemblée, ça dépend maintenant comment elle va s'articuler, sur quel programme ils vont faire. Est-ce qu'il y aura un chef de gouvernement ou un Premier ministre suivant la majorité, avec quelle alliance, sur quelle base, sur quel programme? Moi, le programme du président Tebboune, je ne le connais pas pour ces législatives-là. Je ne le connais pas. Est-ce qu'ils vont prendre l'ancien et l'améliorer? C'est toutes ces questions qui se posent. Et surtout, est-ce que finalement, ils ne préparent pas, comme je l'avais dit au précédent d'émission, l'environnement pour triturer la Constitution et ouvrir la voie au troisième mandat. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Brahim Younsi, je vais vous présenter quelques images du vote. Oui. Vous allez voir la forte présence de la jeunesse dans les bureaux de vote. Mais une forte jeunesse que tout le monde a identifiée comme étant l'armée et les forces de sécurité. D'ailleurs, ils ont la dégaine, l'allure, la coupe de cheveux, la barbe bien rasée. Et ils sont très nombreux et très massifs. Et ensemble, ils vont de bureau de vote en bureau de vote pour faire acte de présence, pour remplir même s'ils ne votent qu'une fois. Ils descendent des bus, alors. Ils descendent des bus.
ils remplissent le bureau de vote, ils votent, puis le prochain bureau de vote, ils ne votent pas parce qu'ils ont l'encre dans le doigt. Ils y vont pour les caméras. Et nous allons les regarder avant de revenir à cette discussion. الناخبة إلى مراكز التصويت مثل ما نرى في هذه الصور. Alors, les seuls qui ne sont pas des militaires ou comme par hasard, c'est les gens qui ont une barbe, un hijab ou une tête blanche. Mais sinon, comme par hasard, les services de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, les gens qui sont contraints de voter et de présenter leur carte d'identité à voter, représentent à peu près 1 million ou un peu plus, c'est-à-dire l'équivalent des bulletins nuls dans les urnes, façon de dire, vous nous obligez à voter, ah ben on va voter nul. C'est une sorte de mot d'ordre qui est passé dans les services. Et je vous laisse vous exprimer sur ça très vite avant de revenir à notre... Moi, j'aimerais bien, je connais pas, je n'ai pas regardé la pyramide des âges chez nous. Or, on sait que la jeunesse qui était au sommet, enfin, ou à la base, oui. nombreuse, rejoint plutôt le sommet de la pyramide. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne est minoritaire par rapport à l'ensemble de la population. La population algérienne a beaucoup vieilli. Oui, ce que les gens continuent de dire, la population algérienne est jeune en majorité, ce n'est plus le cas. C'est faux, c'est complètement faux. Statistiquement, c'est faux. La base est moindre aujourd'hui que ce qu'on qu'il y a quelques décennies, la jeunesse de moins de 25 ans était de 70% à peu près. On voit une majorité écrasante de jeunes. Oui. Ça veut dire que c'est des militaires. Absolument. Cela est révélateur. Le pouvoir a mal réfléchi et a montré ces images, alors que tout le monde les a identifiés, a des appelés. Et leur façon d'arriver en masse, tous ensemble, descendre du camion, de l'autocar. Indéniablement. Et ça dessert aussi le pouvoir lui-même. Et montre qu'il y a une désaffection électorale. Tout à fait. C'est clair. Et dire sur cet aspect des choses, avant de passer à l'essentiel? Moi, je pense que tout a été dit. Je pense qu'on peut passer à l'essentiel. Alors, ce boycott, d'abord pour le vu côté pouvoir, côté régime. Est-ce que cette désaffection, qu'on n'appellera ni boycott ni abstentionnisme, cette désaffection, pour rester un peu dans l'objectivité, est-ce qu'il la ressent comme une menace pour sa propre pérennité? Et est-ce qu'elle pourrait provoquer, j'allais dire,
une cristallisation des oppositions latentes au sein de ce régime? Moi, je ne pense pas que dans l'environnement actuel, que ça puisse menacer un tant soit peu la pérennité du système ou son cheminement habituel, parce que ce système, il travaille depuis longtemps, depuis l'avènement du chef de l'État 2019. Ils nous ont fait tout ça par petites touches. Ça n'a pas été des réformes qui ont été massivement mises sur le marché politique. Bien au contraire, ça a commencé par la 87 bis, ça a commencé ensuite sur la loi restrictive des libertés syndicales et comment créer la loi sur les partis politiques du ministère de l'Intérieur, qui fait des partis politiques finalement des supplétifs administratifs du ministère de l'Intérieur. Et c'est l'article 200, la déchéance de nationalité. Ils ont été pas, ça ne les menace pas. Ils ont peur peut-être d'une seule chose, c'est d'une rupture brutale qui risque d'arriver, l'effet cocotte-minute. Mais même cet effet cocotte-minute, quand le Hirak est arrivé, les conditions qui ont présidé à son émergence, on peut en parler, mais bon, il vaut mieux laisser ça pour plus tard, pour les historiens. On était parti sur le 5e mandat. Ça a déboulé sur des revendications politiques. Et nous remarquons tous que même ceux qui interviennent politiquement, il y a comme un modus vivendi qui rapproche un peu tous les intervenants politiques sérieux et crédibles que nous connaissons. On ne parle plus de transition. On ne parle plus de processus constituant. Tebboune a dit parler de transition relève de la haute trahison. Oui, alors je vais vous dire une chose, c'est ces questions politiques qui risquent de miner l'évolution des choses. Le Hirak, personne n'a pu s'en inspirer quelque part. Les gens étaient tétanisés. Moi, je connais des chefs de parti et des hommes politiques qui depuis 1990 sont sur le terrain, et des gens d'une rectitude morale. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, c'est pas le souci. Ils étaient tétanisés par la forme de dégâts. Il y en a beaucoup qui ont rendu le tablier, parce qu'ils se sont sentis légitimement humiliés. Marginalisés, légitimement humiliés, alors que je suis intimement convaincu que c'est la police politique qui a fait tout ça, qui a payé quelques... Pour dire aux gens dégage, peu importe. Mais c'est pour dire aussi que globalement, ça ne les dérange pas. Ils savent gérer les foules. On a fait des marches, excusez-moi Brahim, si je suis un peu long, on a fait des marches à millions. On n'a pas atteint la masse critique. Brahim, je me souviens, ça percute dans ma tête, et il me disait, mais on aurait pu occuper quelques petits espaces de pouvoir ou lieux de pouvoir, genre l'Assemblée. Et il avait complètement raison, Brahim. Et on avait l'image désastreuse du cadenas entre les élus FLN députés. On ne peut pas laisser ternir, quelle que soit la qualité de l'Assemblée nationale. C'est un tout, M. Benchemouf. Si vous voulez maintenant, je vais vous dire une chose, pour moi qui me disais souvent que la rupture au consentement à l'autorité, c'est-à-dire la violence dans la rue, pour arriver. Je vais vous dire une chose, même la rupture politique, même qui est théorisée, elle ne pourra pas avancer. La rupture dans la rue, ils savent faire. Nous avons des exemples où il y a eu des morts, 500 morts en octobre 88, 127 en truc, sans compter 85 à Constantine, sans compter, etc. Ils savent gérer tout ça. Ils savent gérer tout ça. Ils ont géré les foules à millions. La masse critique était extrêmement... Mais rien à faire. Moi, je ne pense pas que ce soit pour eux... franchement, c'est marginal pour eux. Mais ils ne ressentiraient pas un peu comme une menace qui planerait au-dessus de leur tête? Peut-être, mais ils n'en tiennent pas compte. Ils n'ont pas tenu compte tout à fait. Des accidents, entre guillemets, précédents. Ils continuent à avancer sans klaxonner. Oui. C'est dire que, alors que ces élections législatives se sont déroulées dans une situation, j'allais dire, exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'il y a la conjoncture géopolitique. Tout à fait. Et la conjoncture géopolitique, au contraire, aurait dû inciter à un vote massif. Une mobilisation. Massive. Oui. Massive. Or, j'ai comme le sentiment, et je crois que c'est cela, de la part du pouvoir, qu'il considère ce vote, ce que les spécialistes des élections appellent le vote de paille.
C'est-à-dire ce que certains traduisent comme un vote fictif. C'est sonder la population, c'est sonder les électeurs. Ça leur sert beaucoup plus de sondage, mais comment vont-ils redresser la barre? On le voit aujourd'hui avec l'annonce du ministère, et on en a parlé, du ministère de la Défense nationale. Du putsch institutionnel, je reviens dessus. Oui. C'est le ministre des Armées en France parlait de cette façon-là, c'est un putsch institutionnel. Tout à fait. Tout dépend. Non, mais là, c'est un putsch tout court. Oui. Bon. Mais ça touche les institutions. Oui. Il y a une primauté institutionnelle qui est celle du président de la République. Tout à fait. Or, c'est le ministre de la Défense qui parle. Et ils ne peuvent pas ne pas l'avoir fait exprès. Non, mais c'est pas une maladresse. Oui, mais la question, elle se pose. Oui, parce qu'elle s'est posée à 2 fois. Oui, c'est 2 fois. Le 7 avril 2025 et cette fois-ci. Ce n'est pas l'effet du hasard. Alors que la conjoncture géopolitique que nous vivons de façon, à mon avis, assez sérieuse dans notre environnement immédiat. Oui. Hein, il se passera des choses peut-être dans les mois à venir. Justement, vous m'amenez. Oui, je vous en prie, allez-y. Ce qui aurait dû être la réalité de ces élections, c'est qu'il y ait 80% de participation. Or, nous avons 20% de participation contre 80% d'abstentionnisme, alors que la situation sécuritaire du pays, et le pouvoir le dit, il ne l'a cessé de répéter que l'Algérie était moustahdafa. Si l'Algérie est visée par un environnement extérieur d'où qu'il vienne, il faut absolument que l'opinion publique le renforce par sa cohésion et par sa participation. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas véritablement une cohésion, en tout cas politique. Il n'y a pas de cohésion politique. Et puis, la population a déserté les bureaux de vote. Oui. Et cela est extrêmement grave pour le pouvoir en place. Et justement, une bonne partie de sa population a montré de façon ouverte, délibérée, qu'elle n'était pas favorable. L'ennemi, Moustahdafa, l'ennemi extérieur, ça a toujours été une variable d'ajustement pour la stabilité du système. Oui. Attention, elle est utilisée à bon escient. Et moi, j'aimerais bien. Moi, j'ai vu je dis qu'il reste 2 minutes, je sais qu'on n'a pas le temps, entre M. Poutine et M. Macron. M. Macron dit à M. Poutine, Russia Today a manipulé l'opinion française. Carrément. Il lui dit non, c'est pas vrai. Si, c'est. Là, on nous dit on est menacé. On ne connaît pas la nature de la menace. Basse intensité, moyenne intensité. Qui, dans quel intérêt? Oui. Et non, on ne peut pas gouverner un peuple comme ça, c'est pas possible. Alors, et en principe, ce chiffre de 80%. J'allais te demander la précision. 80% d'abstention. De boycott. Oui, d'abstention, oui, absolument. Ne se passera pas sans choc en retour. Il y aura un choc, il a une signification. C'est exactement l'objet de ma question. Ça ne peut pas ne pas avoir de répercussions. Oui. Il y a un choc de retour, il y a un choc en retour. Le choc en retour peut-être, mais il faut dire aussi qu'entre les 2 élections, on a perdu 1,8. Ce qui est, si on rattache ça à la révision des listes constitutionnelles, des listes, comment on appelle ça, des listes pour aller voter, des listes électorales, il faut faire peut-être le corollaire et essayer de trouver. Ils ont fait 23 et quelques la dernière fois, ils sont en 21,4 ou 21,6. Il n'y a pas eu beaucoup d'impact parce que eux, ce qu'ils cherchent surtout, c'est vraiment ravaler la vitrine institutionnelle. C'est le gros message pour le reste. Et puis là où on est relativement démunis, c'est que le destin ne nous est pas favorable pour une seule raison, c'est qu'il va acheter encore des clientèles. La rente va permettre de stabiliser encore une fois toutes les volontés politiques de changement, etc. Malgré tout, Idir, on le voit dans ces élections, la population refuse l'intégration au système. Oui. C'est ça qui est significatif.
elle refuse l'intégration au système. Il y a un système auquel elle n'adhère pas. Elle n'adhère pas au système. Mais ça, on en a parlé souvent, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quel est le réceptacle de toutes ces réactions conçues, théorisées, planifiées, politiques, pas politiques, etc., etc. Il n'y a pas le réceptacle. Oui, mais c'est là exactement, et tu as parfaitement raison. Voilà. Le réceptacle, ce sont les partis politiques, pardonne-moi de le dire, non constitués. Mais je vais te dire une chose, Brahim, j'étais toujours contre l'idée de vous deux, d'ailleurs vous me mettez en minorité, mais j'ai tenu le cul 3, 4 ans, 5 ans en disant que les partis politiques doivent absolument se maintenir, du moins dans cette phase peut-être d'organisation du Hirak au cours de tel type de valeur, etc. Eh ben, je suis revenu là-dessus. Oui, tant mieux. Oui, non, les grandes familles politiques, où l'idéologie s'est exprimée, elles existent. Elles existent potentiellement. Oui, potentiellement. Non, du point de vue de l'idée. Maintenant, il faut développer. Elles existent. Il faudra développer tout ce potentiel et de façon. Ben justement, vous m'amenez là où je voulais encore une fois arriver. Aujourd'hui, donc, comment on dit, ce boycott. J'allais confondre avec blackout. Ce boycott. Pareil, parce que il y a le blackout. Ce boycott, de mon avis, il est perçu comme une grave menace de retour au Hirak par ce régime. Parce que pour eux, qui ont tout fait pour que ce Hirak ne puisse pas reprendre. Il y a 3000 Hirakistes qui sont passés par la case prison et il y en a aujourd'hui 250 qui sont encore en prison. Il y a des gens qui sont convoqués par la police juste pour avoir mis une phrase sur le Facebook ou le YouTube. Et donc, ce régime craint plus que la mort le retour du Hirak. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a une possibilité que ce Hirak puisse repartir? Et si oui, repartir, si c'est pour repartir comme la dernière fois, un train sans chauffeur pour finir dans une butée ou être récupéré, ça ne servirait à rien. Et auquel cas, comment envisageriez-vous, c'est une suite de questions ouvertes que je vous laisse après le temps de traiter comme vous voulez, comment envisager une perspective ou des perspectives d'un recouvrement, si tant elle ait existé un jour, de la souveraineté populaire, de la dignité du peuple algérien, du pouvoir pour qu'enfin il puisse émaner vraiment du peuple. Et là, je vous laisse en parler entre vous. Nous sommes dans la sismologie. Vas-y. Ça dépend de la secousse tellurique. Et vraisemblablement, nous avons 9 niveaux de l'échelle de Richter, je crois. Ça dépend du niveau de contestation. Parce que nous avons atteint, avec ce qu'on appelle le Hirak communément, à un niveau de sismologie assez élevé. Oui. Très élevé. Oui. Donc on ne peut pas faire moins. Mais jusqu'où aller? Oui, mais il y a une chose qu'il faut que vous en parliez en premier. Oui. C'est les élites, c'est l'intelligentsia, c'est le chauffeur du train, c'est celui qui va représenter dans toutes ces diversités le peuple algérien. En théorisant un peu, en théorisant un peu la captation des élites, on dit souvent, comme ça, Ibrahim en a fait... il en parlait souvent. Un peuple est normalement chargé par ses élites, mais ce n'est pas tant de manière théorique qu'on doit le faire. Moi, je pense que la jeunesse doit implicitement s'impliquer et qu'elle observe et qu'elle fasse la rupture épistémologique. Ce n'est pas un grand mot d'intellectuel, c'est la rupture épistémologique. C'est d'abord les anciens récits de légitimation, révolution, légitimité historique, légitimité révolutionnaire, tout ça, ça doit être bâtir. Remettre en cause certains concepts de souveraineté, concept de sécurité, etc., etc. Et construire peut-être de nouvelles institutions, qu'elles soient dans l'architecture territoriale, où ça ouvre plein de débats. Et, sensibiliser sur la séparation des pouvoirs. Mais bien évidemment. Mais de temps en temps, le pouvoir, il peut revendiquer lui aussi une rupture avec l'ancien Aïssaba. Mais les mécanismes fondamentaux de gouvernance restent les mêmes. Donc il ne peut pas y avoir de rupture. Il faut véritablement que les dirigeants, enfin ceux qui seront amenés à établir, disons, toute la charte ou tous les fondamentaux à la fois idéologiques, dogmatiques,
juste pour digresser un peu, mais sans programme économique sérieux, afin que les puissances étrangères, nos partenaires, n'aient pas fait de manière sérieuse, personne mais ne lorgnera. vous ne pouvez pas Oui. fonder un État compétent, efficace, efficient, sur la trame d'un régime prédateur, mafiocratique, médiocratique. Il faut d'abord que ça change pour pouvoir laisser émerger un État digne de ce nom. Tout à fait. Et ce qu'il y a de ça, c'est cette rupture-là. Et puis sur le Hirak, Brahim développera s'il veut. Moi, le Hirak, si vous l'avez évoqué aussi en filigrane là, ne peut pas revenir sans ses formes anciennes. Oui, exactement. Ça servirait à rien. Ça servirait à rien. Ça, c'est le premier élément. Par contre, on en a parlé souvent, vous et moi, Ibrahim, le Hirak doit être une somme de valeurs. Nous devons conscientiser toutes les valeurs qu'a porté le Hirak. C'est-à-dire que ça devienne une conscience. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Au sein du Hirak, certaines choses ne se font pas. C'est-à-dire, on n'agresse pas quelqu'un. Il a la liberté de s'habiller comme il veut. Il a la liberté de parler comme il veut. Il a la liberté de s'installer à une terrasse de café comme il veut. Il a l'habitude d'attendre ses concitoyens sortir de la mosquée et marcher ensemble. C'est toutes ces questions-là. Mais ça a été réussi. Oui, mais ça suffit. Vous vous rappelez pas, on disait c'est extraordinaire, transgénérationnel. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants. C'est toutes ces questions-là. Donc voilà, c'est un sujet passionnant, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Excuse-moi, Barab, j'étais long. Je t'en prie. Il y a quand même un héritage. Il y a un héritage qu'il faut absolument préserver et au contraire amplifier. Moi, la question des élites me pose problème. Parce que les élites ont toujours été soit à la marge, soit ils viennent après que la guerre est finie. Aujourd'hui, si vraiment l'élite... Par élite, moi, je crois qu'il faut entendre représentants de la voix populaire, pas forcément que ce soit des élites fonctionnelles qui sortent de l'université. Moi, je parle de représentants. Il y a des élites qui ne sortent pas des élites intellectuelles, absolument, des élites politiques. Ce sont des forces qui se portent au front de la revendication. D'une part, mais d'autre part, il y a, Ider l'a dit à l'instant, mais il y a un travail, qu'on le veuille ou non, un travail de conscientisation plus forte encore sur le plan politique et idéologique. Et qui le ferait, ce travail? Mais ce sont justement ces élites-là qui ne le font pas. Oui. Parce qu'elles sont absentes. Voilà, ce sont les lettrés. Oui. Ce sont les lettrés. Il y en a beaucoup aujourd'hui, Dieu merci, chez nous, qui pensent. Il y a une pensée. Bien évidemment. Oui, il y a une pensée. Pas qu'avoir les réseaux sociaux. Non, pas simplement les lettrés, excuse-moi, Brahim, les autodidactes, ceux qui se sont formés sur des syndicalistes qui peuvent apporter quelque chose. Mais c'est des lettrés. Dans cet esprit-là, oui, tout à fait. C'est des lettrés. Sinon, j'aurais dit intellectuels. Oui, tu vois. Mais c'est des lettrés, des gens qui savent manier la langue, la plume, etc., pour élaborer, tu l'as dit, élaborer une véritable feuille de route. Je ne dis pas programme, une feuille de route. Les étapes. Avec les étapes, un chemin de fer. Voilà. Moi, je suis en train je sais pas, vous avez peut-être tous lu, peut-être pas le moment, mais c'est bien d'en parler, pas d'en faire de la promotion, parce que ça concerne M. Tabou et ses camarades. Oui. Il nous a fait un texte. Ils ont lancé une initiative. Non, mais l'initiative, elle n'est pas connue encore. On ne connaît pas ceux qui vont porter cette initiative. Annoncé. Qui ont annoncé l'arrivée d'une initiative collective. Oui, voilà. Et pour avoir milité beaucoup de fois et souvent dans des... Je ne sais pas par comparaison que je dis là, Ibrahim le sait très bien. Il y a eu beaucoup de déclarations, des dizaines, des vingtaines, centaines, qui n'ont jamais eu, hélas, un prolongement organique, alors que le texte était vraiment un texte rassembleur et qui pouvait unir à un moment donné un nombre important, une majorité d'Algériens autour de ça. Il n'y a pas eu la volonté de donner un prolongement organique à ce texte d'appel. Moi, j'attends avec impatience ce qu'il en retourne. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Rappelez-vous, tous les deux, nous avons fait plusieurs émissions sur l'Irak. On l'a suivi de très près, j'allais dire des centaines de fois. Avec beaucoup d'enthousiasme. Avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne vous fais pas dire. À l'époque, quand on en parlait entre nous, on était très étonnés de cette
véritable synergie entre tout le monde. Oui, tout à fait. Il n'y avait ni islamistes, ni communistes, ni femmes dénudées, ni femmes hijabées, c'était magnifique. Et puis c'était des rapports sains et normaux. Si tant est que il y avait des couples qui dansaient dans le Hirak, il y avait des femmes en hijab qui se tenaient par les coudes avec leurs militants camarades masculins et tout. Et puis d'un coup, le régime avait compris qu'il fallait briser cette... Et il avait créé, rappelez-vous, double rupture. Comment il disait à l'époque, je sais pas. Ils ont un peu repris le slogan d'Aït Ahmed, mais l'État policier. Oui. Voilà. Mais tout le monde savait qu'ils avaient des ficelles à la patte, qu'ils étaient dirigés par le consulat, notamment ici, l'ambassade de BSP de l'ambassade de l'époque. Et puis, ça venait aussi de double rupture, ça venait de l'Hashmi Sharif, il faut le rappeler. Et donc, c'est le slogan. J'en arrive à la question, pardon pour cette longue entrée en matière. Comment imaginer que ce pays puisse repartir sur des élites, sur des gens qui vont se mettre devant, qui vont prétendre représenter la population, les peuples, les différentes sensibilités, etc., sans que nous puissions encore une fois être manipulés par la subversion, qui vont tout faire, certainement, et c'est légitime, vu de leur côté, de semer la zizanie, en usant justement de ces clivages idéologiques, de ces clivages religieux. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous en parler et nous dire ce qu'il conviendrait de faire pour éviter, justement, de tomber, encore une fois, dans un tel traquenard. Il y a tellement de points, de convergence. Il y a beaucoup de points de convergence. Bien sûr, il y a des divergences. Si, au moment où les choses doivent se faire, cette révolution pacifique citoyenne revenait, et puis s'entendre sur les points de convergence, sur une étape historique qui pourrait prendre 10 ans, et s'entendre sur qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on peut faire ensemble. Là où il y a accord. Là où il y a accord. Bien sûr qu'il y a des désaccords. Une société démocratique, plurielle, etc., il y a forcément du conflit. Mais le conflit, il est inséparable de la vie. Mais pardon, c'est vrai, il y a des conflits, il y a des divergences qui sont quasiment insurmontables. Je vais vous donner un exemple. Oui. Pour moi, personnellement, le slogan ou je ne sais pas comment, le principe qu'on pourrait énoncer et qui devrait rassembler tout le monde, c'est la souveraineté appartient au peuple seul. Oui, forcément. Alors, il y a beaucoup d'islamistes, si vous leur dites ça, pas tous, mais certains islamistes, ils vous disent « Ah non, la seule souveraineté est celle de Dieu », c'est-à-dire, autrement dire, fonder ce qui va arriver sur la base d'une théocratie. Ce que je voulais vous dire. Et sur la base de l'article 2 de la Constitution, l'islam est la religion de l'État. Ça veut dire c'est la religion de celui qui légifère. Entre autres. Je vais vous dire une chose, c'est très simple à régler ce problème. Allons-y. Non, très simple, c'est une phrase. Si, dans cette plateforme qui sera, ce que vous venez d'énoncer, le peuple souverain, certains islamistes radicaux, parce qu'il y en a dans la radicalité ici, ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là, ils s'excluent d'eux-mêmes. Point final. D'accord. On ne va pas plus loin. Je ne vais pas avoir un débat politique sur non, c'est pas possible. Et s'ils représentaient une partie très importante de la population? Qu'il fasse dans sa famille politique, idéologique, la même chose. Et après, peut-être que et les uns et les autres vont trouver le chemin du compromis. Et ça pourrait peut-être accélérer le processus. Mais vous savez, quand il y a des divergences idéologiques non arbitrées, quand elles ne sont pas arbitrées par les éléments eux-mêmes qui la fondent, on va vers une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut avoir une autre démarche de construction. Et ça, il faudrait nous faire une émission complète. On se préparera et c'est... Voilà. Appelez votre raison que nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement. Mais ça, c'est la je vais vous laisser 30 secondes chacun. De la mienne. D'accord. Alors, 30 secondes chacun pour clore ce sujet passionnant, d'ailleurs, par ailleurs.
Ce dont nous parlions à l'instant, d'ailleurs la question de la souveraineté, il est clair que l'État algérien, il tire sa souveraineté du peuple. Oui. Il ne la tire pas d'ailleurs. On peut faire des débats sur la souveraineté divine. Oui. Mais dans notre histoire, et dans l'histoire, quand je dis notre histoire, pas notre histoire nationale, dans l'histoire des empires musulmans, il y a eu des phases de rupture. Ah oui, oui, oui. Où c'est la souveraineté populaire qui a gouverné. Oui, oui. C'est clair. Où il y avait où les bibliothèques étaient des temples. Ben oui, d'une part. Et d'autre part, sur le plan politique, le savant musulman que ce qu'on appelle les intégristes vénèrent, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, quand il était en Égypte, il a subi la répression. Et il voulait absolument que l'on sépare les choses. C'est pas dans le sens de la laïcité. Je vais me permettre de vous interrompre, mais en un mot, parce qu'on est en train de... je suis désolé, mon cher Brahim, je me sens plus proche d'Ibn Arabi que d'Ibn Taymiyyah. Oui, terminé. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, pour parler d'Ibn Taymiyyah. Ce que Ibn Taymiyyah lui-même a subi en Égypte, et il était pour que l'on sépare les choses. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci, mes chers amis. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir gratifiés de votre aimable attention, comme on disait dans la vieille école de la télévision algérienne. Bonne soirée à vous. And I